Mon mari m'a présentée comme sa femme de ménage lors du gala de l'entreprise et a présenté sa maîtresse comme sa fiancée. Il n'avait aucune idée que j'étais la propriétaire de toute la société. Je les ai humiliés et licenciés devant tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Avant de plonger dans mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous m'écoutez. Partagez-le dans les commentaires. Et maintenant, laissez-moi vous immerger dans ce récit. Le lustre en cristal suspendu au plafond de la grande salle de bal de l'hôtel Ritz Paris était aveuglant, projetant des prismes de lumière sur des centaines de membres de l'élite corporative. L'air sentait le champagne cher, l'hélice blanc frais et le parfum lourd et entêtant de l'ambition. Je me tenais dans l'ombre derrière un pilier de marbre massif, serrant un verre d'eau à température ambiante, les articulations blanchies. Je portais une robe noire informe et vieillotte que j'avais dénichée au fond de mon placard, exactement comme on me l'avait ordonné. Je me sentais petite, invisible, mais par-dessus tout, je sentais une rage froide et tranchante commencer à se cristalliser au centre de ma poitrine. À l'autre bout de la pièce, baigné dans la lueur chaude des projecteurs, se tenait mon mari, Adrien. Il était impeccable dans son smoking sur mesure, un costume qui, je le savais, coûtait plus cher que l'allocation mensuelle pour les courses qu'il me donnait. Il renversait la tête en arrière et riait de cette façon charmante et enfantine qui, autrefois, faisait battre mon cœur. Mais il ne riait pas avec moi. Son bras était enroulé étroitement, de façon possessive, autour de la taille d'une femme en robe cramoisie scintillante. Mathilde. Elle était jeune, vibrante, et le regardait avec des yeux qui criaient l'adoration et le triomphe. Il ressemblait au couple d'or de Summit Group, l'incarnation même de la réussite sociale. J'ai regardé Monsieur Beaumont, l'un des investisseurs les plus importants de la société, s'approcher d'eux. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Monsieur Beaumont était un vieil ami de mon défunt père. Il me connaissait depuis que j'étais petite fille, bien que nous ne nous soyons pas parlé depuis des années. S'il me reconnaissait, tout ce château de cartes qu'Adrien avait construit, toute cette farce, s'effondrerait instantanément. J'ai eu les yeux de M. Beaumont parcourir la pièce et se poser sur moi. Une lueur de reconnaissance a traversé son visage. Il a penché la tête avec confusion et m'a désigné du doigt. J'ai vu Adrien devenir livide. La panique a brillé dans ses yeux, brute et terrifiée. Il a regardé M. Beaumont, puis moi, puis Mathilde. Il n'avait qu'une fraction de seconde pour faire un choix. Il aurait pu dire la vérité. Il aurait pu dire « c'est ma femme, Audrey ». Il aurait même pu raconter un petit mensonge et dire que j'étais une parente éloignée. Au lieu de cela, Adrien a fait quelque chose d'impardonnable. Il a laissé échapper un rire nerveux et méprisant et a agité la main dans ma direction comme si j'étais un chien errant qui s'était égaré dans un restaurant étoilé, au guide Michelin. « Oh, elle », a dit Adrien, la voix assez forte pour couvrir le jazz léger en fond sonore. « Ne vous inquiétez pas pour elle, Monsieur Beaumont, c'est juste Audrey, c'est ma femme de ménage. Elle est un peu lente, mais elle aide parfois pour le nettoyage. Elle est juste passée me déposer des clés que j'avais oubliées. » Le temps a semblé s'arrêter. Le brouhaha des conversations autour de nous ne s'est pas arrêté. Mais pour moi, le monde est devenu totalement silencieux. Femme de ménage. Le mot résonnait dans mon crâne, ricochant comme une balle dans une chambre métallique. Après 2 ans de mariage, après 2 ans à laver son linge, à cuisiner ses repas et à soutenir ses rêves dans l'ombre, j'avais été réduite à l'employé de maison. Monsieur Beaumont a semblé déconcerté, les sourcils froncés. Mais Adrien n'avait pas fini de creuser sa tombe. Il s'est tourné vers Mathilde, l'attirant plus près jusqu'à ce que son corps soit collé contre le sien. Il a souri à l'investisseur, gonflant le torse avec une fierté arrogante. « Mais ici, » a annoncé Adrien, sa voix résonnant d'assurance, « voici la femme que je voulais vous présenter. Voici Mathilde, ma partenaire, mon âme sœur et ma future épouse. » Un halètement collectif a parcouru leur petit cercle. Mathilde a gloussé, jouant les timides, et a posé sa tête sur son épaule, exhibant agressivement une bague en diamant qui aveuglait pratiquement sous les projecteurs. Une bague que je n'avais jamais vue auparavant. C'était le coup de grâce, le point de rupture ultime. Le barrage que j'avais construit pour retenir mes larmes, mes déceptions et ma colère au cours des 2 dernières années a fini par se briser. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fui de honte, ce qu'Adrien s'attendait manifestement à me voir faire. Au lieu de cela, quelque chose en moi, quelque chose d'ancien et de puissant que j'avais enfoui profondément avec ma véritable identité, s'est réveillé. J'ai posé mon verre d'eau sur le plateau d'un serveur qui passait, avec un tintement délibéré. J'ai lissé le tissu bon marché de ma robe noire. J'ai passé la main derrière ma tête et j'ai retiré l'élastique de mes cheveux, laissant mes ondulations sombres retomber dans mon dos. J'ai levé le menton et j'ai marché. Je ne me suis pas dirigée vers la sortie. J'ai marché droit vers la scène. La foule a semblé sentir le changement d'atmosphère, s'écartant sur mon passage, alors que je me déplaçais avec une grâce prédatrice. Les yeux d'Adrien se sont écarquillés comme des soucoupes quand il m'a vu approcher. Il avait l'air confus, puis terrifié. Il a articulé le mot « arrête », mais j'ai regardé à travers lui. Je suis montée sur les marches de la scène. L'orchestre a cessé de jouer. Un silence lourd et profond est tombé sur la salle de bal, le genre de silence qui précède un ouragan. Je me suis approchée du maître de cérémonie décontenancé, un jeune homme qui semblait sur le point de s'évanouir, et j'ai doucement mais fermement pris le micro de sa main.
Il y a eu une fraction de seconde de Larsen, un sifflement aigu qui a percé le calme avant que je ne le stabilise. J'ai balayé du regard la mer de visage, cadre, investisseur, employé. Puis j'ai verrouillé mon regard sur Adrien, qui tremblait maintenant visiblement. Son visage était un masque d'horreur pure. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un exécuteur. « Est-ce que ça marche ?» ai-je demandé. Ma voix était calme, limpide et dégoulinait d'autorité. Avant de vous raconter la suite, avant de vous dire comment j'ai mis toute cette salle à genoux, je dois vous remercier. Oui, vous. Si vous écoutez ceci, vous êtes mes témoins, vous êtes le jury. Si vous avez déjà été sous-estimé, si vous avez déjà été trahi par la personne qui était censée vous protéger, alors vous savez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Avant de continuer, s'il vous plaît, faites-moi une grande faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » et écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Dites-moi d'où vous écoutez. Voir votre soutien me rappelle que je ne suis pas seule. Cela me rappelle qu'il y a des gens forts partout qui refusent de tolérer le manque de respect. Merci d'être avec moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début pour vous expliquer comment une héritière milliardaire a fini par être présentée comme une femme de ménage par son propre mari. Pour comprendre pourquoi je me tenais sur cette scène, dans une robe qui coûtait moins de 20 €, laissant mon mari m'humilier. Vous devez comprendre qui je suis vraiment. Mon nom n'est pas seulement Audrey Lefebvre, comme Adrien le croyait. Mon vrai nom est Audrey Sinclair. Oui, de ces Sinclair-là. Mon père était Jonathan Sinclair, un magnat de l'acier et de l'immobilier qui a pratiquement dessiné la silhouette de cette ville. Et ma mère était l'esprit brillant derrière la Fondation Sinclair. J'ai grandi dans un monde de jets privés, de galas de charité et de gens qui vous sourient avec les dents, mais jamais avec les yeux. Quand mes parents sont morts dans un tragique accident d'avion privé il y a 10 ans, j'avais 28 ans. J'étais dévastée, perdue, et soudain la seule héritière d'une fortune si vaste que mon cerveau ne pouvait même pas la traiter. J'ai tout hérité. L'immobilier, les portefeuilles d'actions, la collection d'art et la participation majoritaire dans Summit Group. Mais l'héritage est une épée à double tranchant. Il apporte le confort, certes, mais il attire aussi les vautours. Et le plus grand vautour de tous s'appelait Baptiste. Baptiste était mon fiancé à l'époque. Il était charmant, sophistiqué et semblait comprendre mon chagrin comme personne d'autre. Il m'a tenu la main aux funérailles. Il a géré la presse. Il était mon havre de paix. Je l'aimais. Je lui faisais confiance au péril de ma vie. Nous étions à quelques semaines du mariage quand mon monde a volé en éclats pour la première fois. Je suis rentrée plus tôt d'une réunion avec les avocats de la succession. Je me suis dirigée vers l'ancien bureau de mon père, que Baptiste s'était déjà approprié, pour lui faire une surprise. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu sa voix forte et fanfaronne au téléphone. « Ne t'inquiète pas pour le contrat de mariage, Todd. » Baptiste riait, en faisant tourner un verre du scotch de mon père. La fille est tellement traumatisée qu'elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Dès que la bague sera à son doigt, je liquide les actifs. On vendra la société à la découpe. Je serai milliardaire pour Noël et elle pourra aller pleurer dans une clinique de luxe. Je m'en fiche. Elle est faible, Todd. C'est juste une vache à lait qui ne demande qu'à être traite. Je me suis figée dans le couloir. Mon sang s'est glacé. Une vache à lait. C'est tout ce que je représentais pour lui. Pas une partenaire, pas une future épouse, juste une transaction, un chèque de paie. Je ne l'ai pas affronté. Je n'ai pas crié. Je suis simplement sortie de la maison. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé. J'ai appelé l'avocat de la famille, Maître Lambert, l'ami le plus fidèle de mon père et mon parrain, et je lui ai dit « annule tout ». J'ai rompu les fiançailles par une lettre d'avocat. Je n'ai plus jamais reparlé à Baptiste. Mais le mal était fait. Cette trahison a brisé quelque chose d'essentiel en moi. J'ai réalisé que tant que je serais Audrey Sinclair, l'héritière, je ne saurais jamais si quelqu'un m'aimait vraiment. L'argent était un mur, une barrière qui empêchait toute connexion sincère. J'ai développé une peur profonde, paralysante, que chaque homme qui me souriait ne fasse que calculer ma valeur nette. Alors, je me suis enfuie. Pas physiquement, mais existentiellement. J'ai légalement pris le nom de jeune fille de ma mère, Lefebvre. Je me suis retirée de l'image publique de l'entreprise, nommant un conseil d'administration et Maître Lambert pour gérer les opérations quotidiennes. Je restais l'actionnaire majoritaire, la propriétaire avec un droit de veto absolu. Mais pour le monde extérieur, Audrey Sinclair était devenue une recluse, une héritière accablée de chagrin, disparue de la circulation. J'ai acheté un modeste appartement dans un quartier populaire de Montreuil. J'ai commencé à conduire une vieille Renault Clio cabossée. J'ai enfermé mes vêtements de créateur et mes bijoux dans un coffre à la banque et j'ai commencé à porter des chemises en flanelle et des jeans d'occasion. Je voulais être invisible. Je voulais être normale. J'ai trouvé du réconfort dans ma véritable passion, la restauration d'antiquités. J'aimais prendre des objets vieux et brisés, des meubles dont les gens s'étaient débarrassés, et leur redonner vie. Il y avait quelque chose de thérapeutique à décaper les couches de crasse et de dommage pour révéler le beau bois massif en dessous. C'était une métaphore de ma propre vie, je suppose. Je passais mes journées dans un atelier loué qui sentait le vernis, la sciure de bois et le diluant. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais exister. Je me suis dit que si je me remariais un jour, ce serait par amour, et uniquement par amour. Je voulais un homme qui aime Audrey, la restauratrice de meubles.
Audrey, la fille qui brûlait ses tartines et riait trop fort devant les mauvais films. Je voulais un homme qui se moque éperdument de la fortune Sinclair. C'était mon rêve. C'est pour ça que j'ai créé Audrey Lefebvre. Et c'est exactement comme ça que je suis tombée droit dans le piège d'Adrien. Je l'ai rencontré 2 ans après l'incident avec Baptiste. J'étais sur mes gardes, fermée et cynique. Je ne cherchais pas l'amour. Je cherchais juste une bonne tasse de café, par un mardi après-midi pluvieux. Je suis entrée dans un petit café-librairie poussiéreux près de chez moi. En secouant mon parapluie, je l'ai percuté, renversant littéralement mon latte sur sa chemise. J'étais mortifiée. Je m'attendais à ce qu'il crie, qu'il s'énerve, qu'il exige que je paie le pressing. Au lieu de ça, il a regardé la tache marron s'étendre sur sa poitrine, a levé les yeux vers moi et a éclaté de rire. Eh bien, a-t-il dit, les yeux plissés par le sourire. Je suppose que cette chemise était un peu trop ennuyeuse. De toute façon, au moins, vous venez de lui donner un peu de personnalité. C'était Adrien. Ou du moins l'Adrien dont je suis tombée amoureuse au début. Il était beau, d'une manière brute, sans artifice. Il n'était pas calculateur comme Baptiste. Il semblait authentique. Il semblait gentil. Je ne le savais pas encore, mais ce café renversé était le début de l'erreur la plus coûteuse de ma vie. Je pensais me protéger en cachant mon identité. Je pensais être maligne. Mais en essayant d'éviter un coureur de dot qui connaissait ma valeur, je me suis retrouvée avec un homme qui me méprisait parce qu'il pensait que je n'avais aucune valeur du tout. Nos rendez-vous étaient simples, tranquilles. C'était tout ce que je pensais vouloir. Adrien m'a dit qu'il travaillait dans le marketing dans une boîte moyenne, toujours à l'affût d'une meilleure opportunité. Il parlait de ses rêves de réussir dans le monde des affaires, de prouver sa valeur. Il semblait ambitieux, mais d'une manière motivée et accessible que je trouvais charmante. Je lui ai dit que je restaurais de vieux meubles. Je lui ai dit que je vivais au mois le mois, ce qui, dans la peau d'Audrey Lefebvre, était techniquement vrai, car je ne m'autorisais à vivre que des revenus modestes de mon atelier. Je ne touchais jamais au fonds fiduciaire Sinclair pour mes dépenses quotidiennes. C'est incroyable, a dit Adrien lors de notre 3e rendez-vous, assis sur un banc public en mangeant un jambon beurre acheté à la boulangerie, car ni l'un ni l'autre ne voulait dépenser d'argent dans un restaurant chic. Tu prends des choses brisées et tu les répares. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de cœur. Il me regardait si intensément que j'ai senti mes défenses fondre. Il ne m'a pas interrogé sur ma famille. Il n'a pas posé de questions sur mes relations. Il m'a simplement posé des questions sur moi, c'est quelle était ma couleur préférée, quel livre je lisais, pourquoi j'aimais l'odeur du bois de cèdre. Pendant 6 mois, nous avons vécu dans une bulle de bonheur domestique. Ce n'était pas luxueux, mais c'était riche de sens. Je me souviens très bien d'une soirée. C'était mon anniversaire. Avec Baptiste, les anniversaires étaient des galas, des colliers de diamants, des photographes. Avec Adrien, il pleuvait et nous étions dans mon petit salon. Il a sorti de sa poche une petite boîte mal emballée. Il avait l'air nerveux. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, Audrey », a-t-il bafouillé. « J'économise pour une nouvelle voiture, alors les temps sont durs, mais j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple épingle à cheveux en argent en forme de feuille. Elle n'avait pas dû coûter plus de 5 €. Mais quand je l'ai fixée dans mes cheveux, les larmes me sont montées aux yeux. C'était délicat et sans prétention. C'était vrai. Je l'adore. Adrien, ai-je chuchoté. Et je le pensais. Je chérissais cette épingle à cheveux plus que le diamant de 10 carats avec lequel Baptiste avait essayé de m'enchaîner. Je la portais tous les jours. C'était devenu le symbole de notre amour. Un amour qui n'avait pas besoin d'argent pour survivre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous nous sommes installés ensemble après 1 an. Adrien a emménagé dans mon appartement parce que le loyer était modéré. C'est du moins ce que je lui ai dit. En réalité, je possédais tout l'immeuble, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Nous partagions les factures, cuisinions ensemble, mais il y avait des fissures. De petites fissures que j'ai choisi d'ignorer. Adrien était obsédé par le statut social. Il fixait les voitures de sport de luxe qui passaient dans la rue avec une faim qui me dérangeait. Il passait des heures à se plaindre de ses patrons, les traitant d'idiots qui ne reconnaissaient pas son génie. Si seulement je pouvais entrer dans une vraie boîte, disait-il en arpentant notre minuscule salon, comme le groupe Summit. Si je pouvais entrer là-bas, Audrey, je dirigerais l'endroit dans 5 ans. J'ai juste besoin d'une chance. Le groupe Summit, mon entreprise. L'entendre parler de mon héritage avec une telle avidité brute me mettait mal à l'aise, mais j'ai mis ça sur le compte de l'ambition. Je voulais l'aider. Je voulais qu'il soit heureux. Alors, j'ai fait la seule chose que j'avais juré de jamais faire. J'ai pistonné. Je n'ai rien dit, bien sûr. J'ai appelé Maître Lambert depuis un téléphone jetable. Il y a un homme nommé Adrien Gaillard, qui postule pour un poste de cadre marketing junior, ai-je dit à mon parrain. Assure-toi que son CV soit mis en haut de la pile. Mais il ne doit pas savoir que ça vient de moi. Il ne doit pas savoir que j'ai le moindre lien avec l'entreprise, c'est compris. Es-tu sûre de toi, Audrey? A demandé Maître Lambert, la voix chargée d'inquiétude. Mélanger tes 2 mondes est dangereux. Il a juste besoin d'une chance, oncle Lambert, ai-je répondu. Il a du talent. Il a juste besoin d'une opportunité. 2 semaines plus tard, Adrien est rentré à la maison en hurlant de joie. Il m'a soulevé et m'a fait tourbillonner. Je l'ai fait. J'ai décroché un entretien chez Summit, tu y crois? Ils m'ont appelé. J'ai joué la surprise. J'ai fêté ça avec lui. J'ai fait un gâteau.
Je l'ai regardé enfiler son meilleur costume, que j'avais secrètement payé le tailleur pour ajuster parfaitement, et franchir la porte pour conquérir le monde. Quand il a obtenu le poste, il était aux anges. Son salaire a doublé. Il se sentait comme un roi, et j'étais heureuse parce qu'il l'était. Je pensais que c'était le début de notre conte de fées. Il m'a demandé en mariage 3 mois après avoir commencé chez Summit. C'était sur le toit de notre immeuble, les lumières de la ville scintillant derrière nous. C'était romantique. C'était parfait. J'ai dit oui sans hésitation. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir pour le moment, Audrey, a-t-il dit en me regardant fixement. Mais je te promets que je travaillerai dur. J'aurai une promotion. Nous achèterons une grande maison un jour. Tu n'auras pas à poncer de vieux meubles toute ta vie. J'ai froncé légèrement les sourcils. J'aime restaurer des meubles, Adrien. Je sais, a-t-il balayé d'un revers de main. Mais tu n'auras plus à le faire. Tu seras une femme oisive. Ma femme. J'aurais dû prêter attention à son ton. J'aurais dû entendre la condescendance déguisée en bienveillance. Mais j'étais amoureuse. Je voyais la vie en rose, aveugle aux signaux d'alarme qui s'agitaient furieusement dans le vent. Je n'ai pas vu qu'il ne m'aimait pas pour ce que j'étais. Il m'aimait pour ce qu'il pouvait faire de moi, un public, pour sa réussite. Et je n'avais certainement pas prévu à quel point la culture chez Summit, ou plutôt sa perception de celle-ci, allait pourrir son âme de l'intérieur. Le mariage a été une petite cérémonie civile à la mairie. Adrien s'est plaint, bien sûr. Il voulait une grande réception, un endroit où il pourrait inviter ses nouveaux collègues, quelque chose pour frimer, mais j'ai insisté pour que cela reste intime. Nous économisons pour une maison, tu te souviens? Je le lui ai rappelé. Il a boudé mais a fini par accepter, même s'il a tenu à s'acheter une montre de luxe à crédit pour le grand jour, affirmant qu'un homme à sa position devait soigner son image. Avant que nous ne signions l'acte de mariage, j'ai abordé la question d'un contrat de mariage. C'était la partie la plus difficile de ma mascarade. Comment une restauratrice de meubles fauchés peut-elle justifier un contrat de mariage auprès d'un ambitieux cadre en pleine ascension? Je l'ai fait s'asseoir à notre table de cuisine et rafler. Mes mains tremblaient légèrement. Adrien, je veux que nous signions un contrat de mariage. Il a ri, un rire sec et méprisant. Un contrat de mariage? Audrey, regarde autour de toi, nous n'avons rien. Qu'est-ce que tu protèges? Ta collection de papier de verre. Ces moqueries m'ont piqué au vif, mais j'ai tenu bon. Ce n'est pas ce que nous avons maintenant qui compte, c'est le principe. Ma mère me l'a toujours appris. L'indépendance financière est importante. Je veux que nous construisions notre avenir ensemble, mais je veux que ce qui est à moi reste à moi et ce qui est à toi reste à toi. Si jamais nous nous séparons, nous repartons avec ce que nous avions en arrivant. Pas de pension alimentaire, pas de bagarre pour les biens. Adrien m'a regardé avec un mélange d'amusement et de pitié. Il pensait clairement que j'étais ridicule, une pauvre fille qui jouait à avoir de la dignité. Mais soudain, une lueur est apparue dans ses yeux. Il pensait à son nouveau salaire, à ses futurs bonus, à ses millions potentiels. Il pensait que c'était lui qui était protégé. Tu sais quoi? Il a souri, s'appuyant contre son dossier. C'est plutôt intelligent, ma belle. Je vais gagner beaucoup d'argent chez Summit. Du vrai argent. Si ça peut te rassurer, d'accord? Signons-le. Je ne veux pas que tu viennes réclamer mes bonus si les choses tournent mal. Il a signé sans même lire les petites lignes. Il ne savait pas que les actifs que je gardais séparés comprenaient le gratte-ciel du groupe Summit, 3 propriétés de luxe à Courchevel, un vignoble à Bordeaux et des milliards d'euros d'investissements diversifiés. Il a renoncé à ses droits sur la plus grande fortune de Paris parce qu'il était trop arrogant pour croire que sa femme puisse être autre chose que ce qu'elle paraissait. Pendant les 6 premiers mois du mariage, tout s'est bien passé. Pas de façon extraordinaire, mais bien. Mais à mesure qu'Adrien prenait ses marques au sein du groupe Summit, il a commencé à changer. Grimper les échelons n'était pas seulement un travail pour lui, c'était une religion. Il est devenu obsédé par les apparences. Il a commencé à rentrer tard. Son esprit était toujours au bureau. Il parlait sans cesse des cadres supérieurs, des déjeuners coûteux, des costumes sur mesure, des voitures de luxe. Il a commencé à imiter le comportement des hommes qu'il admirait, ou plutôt les traits superficiels et toxiques qu'il prêtait aux hommes qui réussissent. « Tu devrais mieux t'habiller, Audrey », m'a-t-il dit un matin alors que je me préparais pour mon atelier. Il a fait un geste vague vers ma chemise en flanelle et mon jean. « Si mes collègues te voient, ils vont penser que je ne m'occupe pas de toi. Ça rejaillit négativement sur moi. Je travaille avec du bois et du vernis, Adrien, ai-je répondu, essayant de maintenir la paix. Je ne peux pas porter de chemisier en soie pour décaper de la peinture. Eh bien, tu devrais peut-être te trouver un autre passe-temps, a-t-il lancé sèchement. Quelque chose de plus propre, comme, je ne sais pas, l'art floral ou le bénévolat. C'est ce que font les femmes de vice-président, un passe-temps. C'est ainsi qu'il appelait ma carrière, ma passion. J'ai encaissé l'insulte. Ça paie les factures, Adrien. À peine, a-t-il ricané avec dédain. Mon bonus trimestriel est plus élevé que ce que tu gagnes en un an. Ce n'était pas vrai. Mes dividendes d'un simple mardi représentaient plus qu'il ne gagnerait en une vie entière. Mais je ne pouvais pas le dire. Alors j'ai simplement hoché la tête et lui ai tendu son café. La dynamique a basculé rapidement. Dans son esprit, il était le pourvoyeur et j'étais la dépendante. Il a commencé à construire un récit où il était le sauveur me sortant de la pauvreté et où j'étais un fardeau ingrat accroché à son cou. Il a arrêté de s'intéresser à ma journée. Il a arrêté de me regarder avec affection.
Ses yeux étaient toujours rivés sur son téléphone, vérifiant ses emails, le cours des actions, cherchant la validation de ses pairs. Il a commencé à incliner son écran pour que je ne voie rien quand j'entrais dans la pièce, mais le pire, c'était le contrôle financier. Malgré le contrat de mariage, nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage. Adrien insistait pour le gérer. « C'est moi l'expert en finance », disait-il. « Toi, occupe-toi de tes trucs. » Il s'est mis à éplucher chaque euro que je dépensais pour les courses. « Pourquoi as-tu acheté du poulet bio, Audrey ?»« C'est 5 euros de plus. Tu crois qu'on est crésu? Tu viens de t'acheter une paire de chaussures à 2000 euros, Adrien, ai-je fait remarquer doucement. C'est un investissement, a-t-il hurlé, le visage empourpré. J'ai besoin d'avoir l'air de réussir pour réussir. Ce poulet, c'est juste un gaspillage de mon argent. Son argent. C'était toujours son argent désormais. Je me sentais m'effacer. Je sentais la femme vibrante et indépendante que j'étais devenir de plus en plus petite, écrasée sous le poids de son ego grandissant. J'ai essayé de rationaliser. Je me disais que c'était juste le stress. Je me disais que la pression du groupe Summit l'affectait. Je me disais que si j'étais plus compréhensive, si je l'aimais davantage, l'ancien Adrien, l'homme qui riait quand je renversais du café sur lui, reviendrait. Mais l'ancien Adrien était parti. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. Peut-être que le groupe Summit ne l'avait pas changé. Peut-être que cela lui avait juste donné la permission d'être celui qu'il était vraiment. Et puis, la véritable humiliation a commencé. Ça a débuté dans la cuisine, devant une assiette d'œufs brouillés. Le soleil matinal traversait la fenêtre de notre appartement, mais à l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. J'étais devant la cuisinière à préparer le petit déjeuner. C'était ma routine matinale. Œufs brouillés, tartines, café noir. Je le faisais chaque jour, comme un soldat. Adrien est entré dans la cuisine. L'odeur de son parfum musqué et lourd m'a frappé avant lui. Il portait un costume bleu marine impeccablement repassé. Il avait une allure folle. Il m'a regardé dans ma robe de chambre délavée et sa lèvre s'est crispée. Il s'est assis à la table et a fixé l'assiette que j'avais posée devant lui. « Encore des œufs » a-t-il soupiré en repoussant l'assiette du bout de l'index. « Je pensais que tu aimais ça. » ai-je dit en essayant de garder un ton léger. « Tu as dit qu'ils étaient bons hier. » J'ai dit qu'ils étaient mangeables, Audrey. Il y a une différence. Il a pris son café, a bu une gorgée et a grimacé. Et ce café a un goût de terre. On ne peut pas acheter une machine à expresso ou aller à la boulangerie comme dans une maison normale. Nous économisons. C'est moi qui économise, a-t-il corrigé sèchement. Toi, tu ne fais que dépenser. Il a cherché dans son portefeuille et en a sorti un billet de 20 euros. Il l'a jeté sur la table. Le billet a voltigé avant de se poser sur le formica bon marché. Tiens, a-t-il dit, ton argent de poche pour la semaine. J'ai regardé le billet. 20 euros, Adrien, ai-je dit, sentant une boule dans ma gorge. Ce n'est pas assez. La facture d'électricité arrive. Il nous faut des courses et payer Internet. Débrouille-toi, a-t-il lâché en frappant du poing sur la table. Bon sang, Audrey, tu as une idée de la dureté de mon travail? Je nage au milieu des requins pour assurer notre avenir. Et quand je rentre, c'est pour t'entendre pleurnicher pour de l'argent. Apprends à gérer un budget, découpe des bons de réduction, fais quelque chose d'utile au lieu de jouer avec tes jouets en bois toute la journée. Mes jouets en bois venaient de se vendre aux enchères pour 15 000 euros sous un pseudonyme, une somme que j'avais discrètement reversée à une œuvre caritative parce que je ne pouvais pas la ramener à la maison sans éveiller les soupçons. Mais pour lui, je n'étais qu'un gouffre financier. Je suis désolée, ai-je murmuré. C'était ma réponse par défaut désormais. Je suis désolée. Arrête de t'excuser et essaie d'être meilleure, a-t-il marmonné en vérifiant son reflet dans le dos d'une cuillère. Tu sais, je regarde les autres femmes lors des événements d'entreprise. Ces femmes sont vives. Elles sont sophistiquées. Elles aident leur mari à réseauter. Toi, tu ne fais que me tirer vers le bas. Tu es un boulet, Audrey. Il s'est levé, a bu le reste du café, qu'il prétendait détester, et s'est dirigé vers la porte. Je serai en retard ce soir. Dîner avec un client. Ne m'attends pas. Il ne m'a pas embrassé pour dire au revoir. Il ne m'avait pas embrassé depuis 6 mois. Après son départ, j'ai regardé les œufs brouillés. Ils étaient froids. J'ai senti une larme couler sur ma joue brûlante. Je ne pleurais pas parce que j'étais pauvre. Je pleurais parce que j'étais la femme la plus riche de Paris et que je me laissais traiter comme une mendiante dans ma propre maison. Je suis restée assise là, à penser à cet argent de poche. C'était une démonstration de force. Il me voulait dépendante. Il voulait que je doive tout lui demander, que je mendie des miettes pour qu'il puisse se sentir puissant. C'était de la violence financière, pure et simple. J'ai pris les 20 euros et les ai mis dans le bocal que nous utilisions pour les factures. Puis je suis allée vers ma cachette secrète, un vieux livre évidé, et j'en ai sorti mon téléphone jetable. J'ai vérifié le solde de mon compte. Les chiffres sur l'écran étaient vertigineux, 9 chiffres. J'aurais pu acheter tout l'immeuble en liquide à cet instant précis. J'aurais pu acheter l'immeuble où Adrien travaillait. J'aurais pu acheter l'entreprise qui avait fabriqué le costume qu'il portait, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de savoir jusqu'où il irait. J'avais besoin de savoir s'il restait une part de rédemption en lui, si c'était vraiment seulement le stress, s'il était juste égaré. Mais au fil des semaines, la cruauté n'a fait qu'augmenter. Il a commencé à me traiter comme sa bonne. Repasse ma chemise, Audrey, et fais-le bien cette fois. Pas un pli. Cire mes chaussures, elles ont l'air éraflées. Pourquoi y a-t-il de la poussière sur la télé? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Il ne me demandait jamais comment j'allais. Il ne me touchait jamais, sauf pour me bousculer dans le couloir. Je suis devenue un fantôme dans mon propre mariage. Et puis sont venues les comparaisons. Il a arrêté de me comparer à d'autres épouses en général et a commencé à me comparer à quelqu'un de précis, une certaine Mathilde. Mathilde a fait une présentation incroyable aujourd'hui, disait-il au dîner, les yeux brillants, d'une manière qu'il n'avait plus pour moi depuis des années. Elle est si vive, elle comprend parfaitement le marché. C'est bien, répondais-je en trifouillant mon assiette. Et elle s'habille de façon si professionnelle, continuait-il en regardant mon pull trop large avec mépris. Elle est toujours impeccable. Tu pourrais apprendre 2 ou 3 choses d'elle. Mathilde. Ce nom commençait à apparaître dans chaque conversation. Mathilde a dit ceci. Mathilde a fait cela. Mathilde pensait que ce restaurant était ringard. Mathilde trouvait ce film brillant. J'ai senti une peur glaciale s'installer dans mon ventre. Ce n'était pas seulement de l'admiration professionnelle. Je connaissais ce regard. C'était le regard d'un homme affamé devant un festin. Je n'étais plus le repas qu'il désirait. Une femme le sait. Nous le savons toujours. Ce n'est généralement pas une preuve concrète au début. C'est un changement dans le vent. C'est un silence qui semble plus lourd. C'est le téléphone qui reste toujours face contre table. Adrien a commencé à surveiller son téléphone comme sa propre vie. Il l'emmenait dans la salle de bain. Il dormait avec sous son oreiller. Si j'entrais dans la pièce alors qu'il envoyait un message, il verrouillait l'écran agressivement et prenait un air coupable. « À qui tu parles » ai-je demandé un soir. « Au boulot » a-t-il aboyé. « Mon Dieu, Audrey, arrête d'être aussi peu sûre de toi. C'est juste le travail. Ce contrat avec les investisseurs japonais est intense. À 11h du soir, un dimanche » ai-je demandé calmement. « Les affaires sont mondiales, Audrey. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as pas de vrai travail. Le gaslighting était subtil au début, puis flagrant. Mais les preuves physiques ont commencé à apparaître. D'abord, l'odeur. Adrien portait toujours un parfum fort. Mais un soir, il est rentré en sentant tout autre chose. Sous son eau de Cologne, il y avait une odeur légère et persistante de vanille et de jasmin. C'était un parfum de femme, cher, sucré. Je l'ai serré dans mes bras quand il est entré, enfouissant mon visage dans sa veste. Il s'est raidi et s'est écarté. « Je suis en nage », a-t-il dit rapidement. « Je dois me doucher. »« Tu sens bon », ai-je dit pour le tester. « C'est un nouveau désodorisant au bureau », a-t-il bégayé en évitant mon regard. Ils ont changé le service de nettoyage. Un désodorisant ? Bien sûr. Puis est venu le reçu. Je faisais la lessive, vérifiant les poches comme d'habitude. J'ai trouvé un morceau de papier froissé dans la poche de sa veste de costume. C'était un reçu d'une boutique de luxe de l'avenue Montaigne. Un reçu pour un sac à main en cuir. Le total était de 2000 €. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. 2000 €. Il me criait dessus pour avoir acheté du poulet bio, mais il claquait 2000 € pour un sac. J'ai attendu. Mon anniversaire arrivait dans une semaine. Peut-être que c'était une surprise. Peut-être qu'il essayait de se racheter. Je me suis accrochée à ce fil d'espoir comme à une bouée de sauvetage. Mon anniversaire est arrivé et est reparti. Adrien m'a donné une carte de vœux. Pas de sac, pas de cadeau, juste une carte. Avec amour, Adrien. Désolé, chérie, a-t-il dit d'un air ennuyé. C'est un peu serré niveau argent en ce moment. Le marché est volatile. L'année prochaine, je te promets. J'ai regardé la carte bon marché qu'il tenait et j'ai senti quelque chose s'éteindre définitivement en moi. Ce n'était pas l'absence de cadeau. J'aurais pu acheter toute la boutique. C'était le mensonge. C'était le fait qu'il ait acheté ce sac pour quelqu'un d'autre en utilisant notre argent. L'argent que j'économisais. L'argent que je versais sur le compte joint. Je ne l'ai pas encore confronté. J'avais besoin d'une preuve. Une preuve irréfutable. Je n'allais pas être la femme jalouse et folle qu'il pourrait écarter d'un revers de main. J'allais être le procureur. Le lendemain, j'ai appelé la ligne principale de Summit Group. Je n'ai pas appelé son poste direct. J'ai appelé la réception générale. « Bonjour, Summit Group », a joyeusement lancé la réceptionniste. « Bonjour », ai-je dit en masquant ma voix. Je cherche à joindre l'assistante d'Adrien Gaillard, ou peut-être la stagiaire qui travaille avec lui. J'ai une livraison pour lui. « Oh, vous voulez dire Mathilde ?» a dit la réceptionniste aimablement. « Je vous la passe. » Le téléphone a sonné, puis une voix a répondu. Elle était fluide, assurée et légèrement rauque. Mathilde à l'appareil. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté les bruits de fond en respirant. « Allô » a-t-elle demandé. Puis j'ai entendu une voix d'homme en arrière-plan. La voix d'Adrien. « C'est qui, Mathilde » a-t-il demandé. Son ton était bas, intime. Ce n'était pas sa voix de bureau. Je ne sais pas. Personne ne parle, a-t-elle ricané. Probablement un démarcheur. Raccroche, a dit Adrien d'un ton joueur. Viens ici, nous avons du travail. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber l'appareil. Viens ici. C'était indéniablement lui, et cela se passait indéniablement dans mon entreprise, à mes frais. Pendant que j'étais assise à la maison à découper des coupons, j'étais assise sur le sol de mon salon entourée de mes meubles restaurés. J'ai regardé un fauteuil que je venais de terminer, une magnifique pièce victorienne que j'avais sauvée d'une benne et retapissée de velours. J'y avais mis tellement d'amour. J'avais essayé de faire de même avec Adrien. J'avais essayé de gommer ses défauts, de le polir, de le faire briller, mais on ne peut pas restaurer quelque chose qui est pourri jusqu'à la moelle. J'ai décidé que je devais la voir, je devais la regarder dans les yeux. Je devais voir à quoi ressemblaient 2000 € d'affection volée. J'ai choisi un mardi. Je connaissais l'emploi du temps d'Adrien.
Il déjeunait généralement avec des clients à midi. J'ai préparé une petite boîte avec ses médicaments contre les allergies. Il avait de terribles allergies saisonnières et avait oublié ses pilules sur le comptoir ce matin-là. C'était l'excuse innocente parfaite pour une épouse dévouée. Je portais mes vêtements habituels, un jean et un pull propre mais délavé. J'ai pris le métro jusqu'à la Défense. Se tenir devant le gratte-ciel de Summit Group me donnait toujours une sensation surréaliste. C'était un monolithe de verre et d'acier portant l'héritage de ma famille. Et pourtant, j'étais là, sur le trottoir, comme une touriste. Je n'ai pas utilisé l'entrée réservée à la direction. Je suis passée par le hall principal, j'ai balayé la zone du regard, puis je les ai vus. Ils n'étaient pas à un déjeuner d'affaires. Ils étaient au petit bistrot du hall, assis à une table dans un coin. Adrien et une femme. Elle était superbe, je devais l'admettre. Elle avait des cheveux blonds coiffés en ondulations souples, un maquillage impeccable. Elle portait un tailleur crème cintré qui respirait la fortune, et posé sur la chaise à côté d'elle, il y avait un sac à main en cuir noir, le sac à 2000 €. Ils étaient proches. Adrien lui donnait une frite à manger. Il riait de ce rire ouvert et insouciant que je n'avais pas entendu depuis des années. Il la regardait avec une adoration totale. Il touchait son bras, sa main, ses cheveux. Ils étaient dans leur petit monde. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. L'imaginer est une chose. Le voir en réalité, en haute définition, en est une autre. C'était viscéral. C'était écœurant. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigée vers eux. Je ne voulais pas encore faire de scène. Je voulais juste lui remettre les pilules et voir sa tête. Je voulais le voir se tortiller. Je me suis arrêtée à leur table. Adrien. La tête d'Adrien s'est relevée d'un coup. Il est devenu si pâle qu'il ressemblait à un cadavre. Il a lâché la frite qu'il tenait. Audrey, a-t-il bégayé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mathilde m'a dévisagé de haut en bas. Ses yeux étaient froids, calculateurs et cruels. Elle a détaillé mon jean, mon pull, mon absence de maquillage. Elle a eu un petit sourire en coin. C'était un petit sourire condescendant qui disait « Alors, c'est ça la concurrence ?» J'ai déjà gagné. J'ai apporté tes pilules contre les allergies, ai-je dit en lui tendant la boîte. Tu les as laissées sur le comptoir. Je ne voulais pas que tu sois mal en point toute la journée. Adrien n'a pas pris les pilules. Il a regardé autour du hall, frénétiquement, vérifiant si quelqu'un d'important regardait. Il s'est levé brusquement, me cachant Mathilde. Tu ne devrais pas être ici, a-t-il sifflé d'une voix basse et venimeuse. Je suis en réunion. Une réunion avec des frites? Ai-je demandé, regardant Mathilde derrière lui. Mathilde a pris une gorgée de son thé glacé, sans jamais rompre le contact visuel. Adrien, a-t-elle dit, sa voix traînante comme du miel mélangé à de l'arsenic. Est-ce la femme de ménage dont tu as parlé? Ou bien Summit Group a-t-il commencé à laisser entrer les sans-abri dans le hall? Mon sang n'a fait qu'un tour. Sans-abri? J'ai regardé Adrien, m'attendant à ce qu'il me défende, m'attendant à ce qu'il dise. Ne parle pas de ma femme comme ça. Adrien ne m'a pas défendu. Il a regardé Mathilde, puis moi, et la honte a envahi son visage. Pas la honte de me tromper, mais la honte de moi. La honte d'être associée à quelqu'un qui me ressemblait devant sa maîtresse glamour. Il m'a attrapé le bras. Sa prise était douloureuse. Tais-toi, a-t-il chuchoté furieusement. Tu me fous la honte. Mathilde est une employée très précieuse. Rentre chez toi, Audrey. Rentre. C'est tout. Tu ne vas pas nous présenter? Ai-je demandé, la voix tremblante d'une rage contenue. Non, a-t-il aboyé. Pars tout de suite avant que je ne demande à la sécurité de t'escorter dehors. Il m'a arraché les pilules des mains et m'a pratiquement poussé vers la sortie. Je m'occuperai de ton cas plus tard, a-t-il marmonné. Puis il est retourné à la table. Son attitude a changé instantanément dès qu'il s'est assis, s'excusant auprès de Mathilde. Je l'ai entendu dire. Je suis désolée, elle est mentalement instable. Un cas social que j'aide par charité. J'ai passé les portes tambours et je suis sortie dans les rues animées de Paris. Le vacarme de la circulation m'a envahi. Je me sentais vide, mentalement instable. Un cas social, une sans-abri. C'était l'instant précis. C'était la seconde exacte où la dernière étincelle de l'amour que j'avais pour Adrien s'est éteinte. Il ne restait plus de tristesse, plus de nostalgie, seulement une clarté froide et dure. Il n'avait pas simplement cessé de m'aimer. Il me méprisait. Il méprisait ma simplicité, la chose même qu'il prétendait autrefois adorer. C'était un parasite, se nourrissant du prestige de l'entreprise que ma famille avait bâtie, utilisant mon argent pour acheter des cadeaux à sa maîtresse, tout en me traitant comme un déchet. J'ai hélé un taxi. « Où allez-vous, mademoiselle ?» a demandé le chauffeur. « Avenue Montaigne », ai-je répondu, au bureau de Maître Lambert. Il était temps d'arrêter d'être Audrey Lefebvre, la restauratrice de meubles. Il était temps de réveiller Audrey Sinclair. Ce soir-là, Adrien est rentré tard, comme d'habitude. Il semblait sur ses gardes, s'attendant à une dispute monumentale après l'incident dans le hall. Quand je ne lui ai pas crié dessus, il s'est détendu, pensant que j'étais trop intimidée pour le défier. Il avait raison sur le fait que j'étais intimidée, du moins c'est ce qu'il croyait. En réalité, j'attendais juste mon heure. Il a jeté une lourde enveloppe couleur crème sur la table basse. Les mots gala annuel du groupe Summit étaient gravés en lettres d'or. Le gala de l'entreprise a-t-il annoncé en ajustant sa cravate dans le miroir. C'est ce samedi au Ritz. J'ai regardé l'invitation. Je connaissais ce gala, bien sûr. Ma famille l'organisait depuis 50 ans. Enfant, je courais dans cette salle de bal pendant que mon père prononçait ses discours. « Je suis invitée ?» ai-je demandé, jouant l'idiote. Adrien a soupiré. Un long soupir de martyr. Malheureusement, oui.
Les cadres intermédiaires sont tenus de venir avec leurs conjoints. C'est une question d'image, les valeurs familiales. Si je viens seule, ça fera mauvaise impression. Il s'est tourné vers moi, l'expression sévère. On aurait dit un père réprimandant un enfant désobéissant. Mais si tu y vas, il y a des conditions strictes. Je me suis redressée. Des conditions. Oui. Il a commencé à les énumérer sur ses doigts. D'abord, l'apparence. Tu ne peux pas porter tes chiffons de friperie. Tu dois porter du noir. Du noir tout simple. Manches longues, col montant, rien de voyant, pas d'imprimé, et absolument aucun bijou. Je ne veux pas que tu portes ces colliers de perles ringards que tu fabriques. Tu dois être invisible. Invisible. Ai-je répété. C'est compris. Deuxièmement, a-t-il continué en faisant les 100 pas. Ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Si quelqu'un te pose une question, réponds par un seul mot. Oui, non, merci, n'essaie pas d'avoir de l'esprit. N'essaie pas de parler de ton petit commerce de meubles. Ce sont des gens sérieux, Audrey. Des milliardaires. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de la façon dont tu as poncé une chaise. Mes mains se sont serrées en poing. Je sais tenir une conversation, Adrien. Non, tu ne sais pas, a-t-il rétorqué. Pas avec ces gens-là, tu vas te ridiculiser, et plus important encore, tu vas me ridiculiser. Je suis en lice pour une promotion majeure, Audrey. Un poste d'associé en vue. Je ne peux pas te laisser gâcher ça pour moi. Il a arrêté de marcher et s'est approché tout près de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux étaient froids et durs. Et troisièmement, la règle la plus importante, ne te comporte pas comme si nous étions ensemble. Ne t'accroche pas à moi. N'essaie pas de me tenir la main. Honnêtement, si on te demande, laisse-moi parler. L'idéal serait que tu fasses semblant d'être une parente éloignée. Je rends service à une cousine de province. Cela expliquera pourquoi tu es si quelconque. Une cousine de province. Une parente éloignée. Les insultes étaient tellement créatives que j'en serais presque devenue admirative. Presque. D'accord, ai-je dit doucement. Je comprends. Robe noire unie. Pas de discussion. Cousine éloignée. Adrien a eu l'air soulagé. Il m'a tapoté l'épaule d'un air condescendant. C'est bien, ma grande. Si tu joues bien ton rôle, Audrey, peut-être que les choses changeront. Peut-être que je serai moins stressée. On pourra peut-être prendre des vacances. Il agitait une carotte pourrie et moisie. Il pensait que j'étais désespérée d'obtenir sa validation. Il ne savait pas que je mémorisais ses paroles pour les utiliser comme preuve lors de son exécution. Je serai sage, j'ai promis. Je ne vais pas gâcher ta grande soirée, ai-je pensé. Je vais l'anéantir. Il est allé se coucher en sifflotant. Je suis restée éveillée. Je suis allée à mon armoire et j'ai trouvé la robe qu'il avait décrite. C'était une vieille robe de deuil que j'avais portée à un enterrement il y a des années. Elle était informe et hideuse. Parfaite. Puis, j'ai fouillé au fond de mon placard, derrière les manteaux d'hiver, et j'ai sorti un petit coffret métallique verrouillé. J'ai tapé le code. À l'intérieur se trouvait la collection de saphirs des Sinclair, un ensemble collier et boucles d'oreilles qui valait plus que le PIB d'une petite nation insulaire. Ils avaient appartenu à ma grand-mère. Je n'allais pas les porter. Pas encore. Mais j'ai passé mes doigts sur les pierres froides, y puisant de la force. J'ai pris mon téléphone prépayé et j'ai envoyé un message à Maître Lambert. Il m'a invité. Il a fixé les règles. Il veut que je sois invisible. Un instant plus tard, une réponse est arrivée. L'invisibilité est un super pouvoir, Audrey. Elle te permet de tout voir. J'ai tapé 2 mots. Je suis prête. Samedi est arrivé. J'ai mis la robe noire. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict et peu flatteur. Je n'ai mis aucun maquillage. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu un fantôme. Parfait, a dit Adrien en me voyant. Tu te fonds dans le décor. Reste comme ça. Nous sommes montés en voiture. Il conduisait. Il a envoyé des messages à Mathilde tout au long du trajet, souriant à son téléphone pendant que je regardais les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Il n'avait aucune idée qu'il conduisait son propre bourreau vers l'échafaud. Il n'avait aucune idée que la cousine de province détenait les clés de tout son royaume. Nous nous sommes garés devant le Ritz. Il a jeté les clés au voiturier, un homme que je connaissais. Hector, un homme qui a failli s'incliner avant que je ne lui lance un regard d'avertissement. Adrien a marché devant, me laissant trébucher derrière lui avec mes talons bon marché. Et cela nous ramène là où nous avions commencé, dans la salle de bal, micro à la main. Le visage d'Adrien était blême. Mathilde avait la bouche grande ouverte. La salle était plongée dans un silence de mort. J'ai pris une grande inspiration, laissant le parfum des lys et de la trahison remplir mes poumons. Bonsoir à tous, ai-je dit dans le micro. Je m'appelle Audrey. J'ai marqué une pause. J'ai regardé Monsieur Beaumont, qui m'observait avec une curiosité intense. J'ai regardé Adrien, qui avait l'air de vouloir vomir. Mon mari vient de me présenter comme sa femme de ménage, ai-je continué, la voix assurée. Et il a présenté sa maîtresse comme sa future épouse. Un souffle de stupeur a parcouru la salle. Mais il y a un petit détail que mon mari a oublié de mentionner, ai-je dit en le fixant dans les yeux. Un détail qui pourrait changer vos futurs projets commerciaux. J'ai souri. Il a oublié de mentionner que je ne suis pas la femme de ménage. Vous devez vous demander comment je suis restée si calme, comment je suis entrée dans cette salle en sachant exactement ce qui allait se passer, sans que mes genoux ne lâchent. La vérité, c'est que je n'étais pas calme. J'étais de sang-froid. Il y a une différence. Le calme, c'est la paix. Le sang-froid, c'est l'absence de pitié. Et j'avais renoncé à ma pitié il y a plusieurs jours, la remplaçant par un plan si précis qu'il allait amputer Adrien et Mathilde de ma vie, comme un chirurgien retire une tumeur.
Tout a commencé le lendemain matin, après qu'Adrien m'a donné l'invitation et ses règles humiliantes. Pendant qu'il était au travail, à se pavaner devant les miroirs et probablement à envoyer des messages à Mathilde, je suis passée à l'action. J'ai appelé Maître Lambert. Nous nous sommes rencontrés non pas au gratte-ciel de Summit, mais dans un petit bistrot quelconque de Montreuil, où personne ne nous reconnaîtrait. Le voir, le plus vieil ami de mon père, un homme aux cheveux gris acier et au regard ayant supervisé les transactions les plus impitoyables de la défense, assis sur une banquette en sky, m'a donné envie de pleurer. Mais je ne l'ai pas fait. Oncle Lambert, ai-je dit, faisant glisser une épaisse enveloppe marron sur la table. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, et ça ne va pas vous plaire. Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies, les reçus pour le sac à main, les journaux d'appel et, plus important encore, des notes internes de l'entreprise qu'Adrien avait transférées sur son email personnel, des notes contenant des secrets commerciaux hautement confidentiels. J'avais piraté son ordinateur portable pendant qu'il dormait. Il s'avère que pour un gars qui se croyait génie, son mot de passe était littéralement Adrien 2024. Maître Lambert a regardé les documents. Son visage s'est assombri d'une rage terrifiante. Audrey a-t-il grogné d'une voix basse et dangereuse. C'est du détournement de fonds, de l'espionnage industriel et de l'infidélité. Je vais le détruire. Je vais demander à la sécurité de le jeter par la fenêtre aujourd'hui même. Non, ai-je dit, posant ma main sur la sienne. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que vous lui donniez une promotion. Maître Lambert m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Une promotion après tout ça? Oui, ai-je répondu en fixant mon reflet dans le distributeur de serviettes. Plus il monte haut, plus la chute sera brutale. Je veux qu'il se sente invincible. Je veux qu'il entre à ce gala en pensant que le monde lui appartient. Je veux que son ego soit tellement gonflé que, lorsque je le ferai éclater, le bruit soit assourdissant. J'ai également donné à Maître Lambert des instructions précises concernant le gala lui-même, l'éclairage, le système de sonorisation, les détails de la sécurité, il a tout noté. Je voulais des gardes spécifiques en service, ceux qui avaient travaillé pour mon père pendant 20 ans. Ceux qui étaient farouchement fidèles au Sinclair. Et encore une chose, ai-je ajouté, j'ai besoin que vous invitiez M. Beaumont. Assurez-vous qu'il soit présent. Beaumont? A demandé Maître Lambert. Il est pratiquement à la retraite. Il déteste ces soirées. Dites-lui que c'est un service pour la fille de Jonathan Sinclair. Dites-lui que je rentre enfin à la maison. Maître Lambert m'a fixé pendant un long moment. Puis un sourire lent et fier s'est dessiné sur son visage. Vous ressemblez exactement à votre mère quand vous faites ça, a-t-il chuchoté. Que Dieu vienne en aide à ce garçon. De retour à l'appartement, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai repassé le smoking d'Adrien. Je l'ai écouté se vanter des rumeurs sur sa promotion. Je pense que ça arrive, chérie, a-t-il dit la veille de la fête, en s'admirant dans le miroir. Maître Lambert m'a fait un clin d'œil dans le couloir. Je vais être vice-président. Tu sais ce que ça veut dire? Fini le métro. Nous allons avoir un chauffeur. Ça a l'air merveilleux, Adrien, ai-je dit en pliant ses chaussettes. Tu le mérites. C'est vrai, n'est-ce pas? A-t-il ricané. Je le mérite vraiment. L'arrogance était étouffante. Mais c'est la soirée du gala elle-même qui a véritablement testé ma détermination. Comme je l'ai mentionné, j'ai mis la robe informe. Elle était faite d'un mélange synthétique qui grattait, ce qu'Adrien jugeait approprié pour une cousine de province. Mais sous cette robe, oh, croyez-moi, je portais une armure. Je portais de la lingerie en soie qui coûtait plus cher que sa voiture. Dans ma pochette, caché dans une poche secrète, se trouvait un tube de mon rouge à lèvres fétiche, la nuance exacte du pourpre Sinclair que ma mère portait autrefois. Et bien sûr, j'avais un téléphone entièrement chargé, relié au système audiovisuel principal du gala, grâce à un code d'accès que Maître Lambert m'avait donné pendant que nous roulions vers le Ritz. Adrien vibrait pratiquement d'excitation. Il n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Un bip, il a souri. Un autre bip, il a ri. Qui est-ce? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Juste l'équipe, a-t-il menti avec assurance. On se motive pour ce soir. C'était Mathilde. Je le savais parce que j'avais synchronisé son téléphone sur le mien. Mathilde écrivait. Adrien, je porte la robe rouge. Tu vas mourir quand tu me verras. J'ai hâte de fêter nos promotions. Il faut juste qu'on se débarrasse du poids mort d'abord. Le poids mort, c'était donc moi. J'ai regardé par la fenêtre, observant les lampadaires se transformer en traînées dorées. Je n'étais plus triste. J'étais simplement prête. Je me sentais comme une archère qui avait tendu la corde de son arc au maximum. La tension était insoutenable, mais la libération allait être spectaculaire. Quand nous sommes arrivés au Ritz, Hector, le voiturier, a ouvert ma portière. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a vu. Il a commencé à s'incliner. Mademoiselle, j'ai posé un doigt sur mes lèvres, un ordre sexe et silencieux. Pas encore, Hector. Il a compris instantanément. Il s'est redressé, a fait un signe de tête bref et a refermé la porte. Passez une excellente soirée, madame. Adrien n'a rien remarqué. Il était trop occupé à vérifier son reflet dans la vitre de la voiture. Il a lancé les clés à Hector sans un regard. Gardez-la devant, chef. On risque de partir tôt pour fêter ça. J'ai suivi Adrien à travers les portes tambours, les battements de mon cœur suivant un rythme lent et régulier. Boum, boum, boum. C'était le son d'un tambour de guerre. Souviens-toi des règles, a chuchoté Adrien alors que nous entrions dans le hall, en me serrant fermement le coude. Invisible.
Ne t'inquiète pas, Adrien, ai-je répondu dans un souffle, un soupçon de sourire aux lèvres. Tu ne sauras même pas que je suis là avant qu'il ne soit trop tard. La salle de bal était une surcharge sensorielle. Des dorures au plafond. D'énormes arrangements floraux d'orchidées blanches sur les tables. Un orchestre de jazz jouant un classique qui flottait dans l'air comme un parfum coûteux. C'était mon monde. Je connaissais le nombre de fils des nappes. Je connaissais le millésime du vin que l'on servait. Je savais que le troisième lustre sur la gauche avait un cristal légèrement desserré qui teintait si l'ess était trop forte. Mais ce soir, j'étais une étrangère dans mon propre royaume. Reste ici, a ordonné Adrien dès que nous avons passé l'entrée. Il a désigné un coin sombre, près des portes battantes menant aux cuisines. C'était là que les serveurs déposaient les plateaux sales. Prends un verre si tu veux, mais tiens-t'en à l'eau ou à l'eau gazeuse. Je ne veux pas que tu commences à parler trop fort. Compris. D'accord, ai-je dit docilement. Je dois aller faire du réseautage, a-t-il dit en ajustant ses boutons de manchette. Grosse soirée. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, Adrien, ai-je dit. Tu vas en avoir besoin. Il a froncé les sourcils, pensant avoir mal interprété mon ton, mais il a chassé cette idée et s'est éloigné, plongeant dans la foule comme un requin sentant le sang. Je me tenais près des portes de la cuisine, tenant ma pochette, et j'observais. C'était fascinant, vraiment, de regarder un arriviste dans son habitat naturel. Adrien passait d'un groupe à l'autre, avec un sourire figé, riant beaucoup trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Je l'ai vu approcher le directeur financier, s'inclinant presque. Je l'ai vu taper dans le dos d'un analyste junior pour affirmer sa domination. Il jouait le rôle du cadre supérieur qui réussit. Mais pour moi, il avait juste l'air désespéré. Il avait l'air en nage. De mon poste d'observation, dans l'ombre, j'ai vu des choses qui lui échappaient. J'ai vu des directeurs chevronnés échanger des regards après son départ. Des regards d'amusement, de tolérance, mais pas de respect. Il savait que c'était un grimpeur social. Il le tolérait parce qu'il apportait des résultats, mais il ne serait jamais l'un des leurs. Il manquait de pédigree, et il manquait certainement de classe. J'ai repéré Maître Lambert à l'autre bout de la pièce, près de la scène. Il tenait un verre d'eau pétillante, l'air blasé, puis ses yeux ont parcouru la salle et m'ont trouvé dans mon coin. Il n'a pas fait de signe. Il a juste fait un mouvement de tête presque imperceptible. Je vous vois, nous sommes prêts. J'ai répondu par un signe de tête. Le temps s'étirait. Les serveurs passaient devant moi en m'ignorant, supposant que je faisais partie du personnel ou que j'étais une quelconque invitée insignifiante. Un serveur, un jeune que je ne reconnaissais pas, s'est arrêté. Puis-je vous proposer quelque chose, mademoiselle? Du champagne? Juste de l'eau, s'il vous plaît, ai-je dit. Merci. Il a versé l'eau et a souri. Magnifique fête, n'est-ce pas? Ça va certainement être intéressant, ai-je répondu. Puis l'atmosphère a changé. L'air dans la pièce semblait crépiter d'électricité statique. J'ai suivi le regard des hommes à proximité. Elle était arrivée. Mathilde est entrée dans la salle de bal non pas comme une employée, mais comme une célébrité. Sa robe était scandaleuse, une pièce en soie rouge-feu qui épousait chaque courbe et descendait dangereusement bas dans le dos. C'était beau, certes, mais c'était voyant. Cela hurlait pour attirer l'attention. C'était la robe d'une femme qui voulait être regardée, pas celle d'une femme qui voulait être prise au sérieux dans un conseil d'administration. Adrien l'a repéré instantanément. Ils étaient comme des aimants. Il a abandonné la conversation qu'il avait avec un vice-président et s'est dirigé droit vers elle. Je les ai regardés se retrouver au centre de la pièce. Ils ne se sont pas embrassés. Ce serait trop évident. Mais l'intimité était palpable. Adrien s'est penché tout près, lui murmurant quelque chose à l'oreille, qui l'a fait rejeter la tête en arrière dans un rire. Il a posé une main au bas de son dos. Ses doigts étaient écartés de manière possessive. C'était écœurant. Non pas parce que j'étais jalouse, ce sentiment s'était consumé il y a des semaines, mais à cause du manque total de respect. Ils étaient chez moi, mangeant ma nourriture, buvant mon vin et affichant leur liaison juste sous mes yeux. J'ai vu des collègues les dévisager. Les murmures ont commencé. C'est la nouvelle stagiaire? Adrien Gaillard lui accorde certainement beaucoup d'attention. Où est sa femme? N'avait-il pas dit qu'elle venait? J'ai pris une gorgée d'eau. Les glaçons ont teinté contre le verre. Profites-en tant que tu le peux. Adrien. Profite de la robe rouge. Profite de l'attention car, dans environ 20 minutes, la seule chose que tu porteras, ce sera la honte. J'ai vérifié mon téléphone. 20h15. Monsieur Beaumont devait arriver à 20h20. Les discours étaient à 20h30. L'horloge tournait. Chaque seconde nous rapprochait de la guillotine. J'ai regardé Adrien conduire Mathilde vers le bar, passant juste devant mon coin. Ils ne m'ont pas vu. Je faisais partie du décor. Dieu que ces gens sont guindés, j'ai entendu Mathilde se plaindre, la voix stridente. Quand est-ce qu'on s'en va? Tu as promis qu'on irait dans ce club à Pigalle. Bientôt bébé, l'a apaisé Adrien. Après les annonces, une fois que je serai vice-président, on pourra faire tout ce qu'on veut. On pourra laisser pourrir cette vieille entreprise moisie. Pour ce que ça me fait. Cette vieille entreprise moisie, l'entreprise de ma mère. Ce commentaire a scellé son destin. Si j'avais encore le moindre doute, la moindre goutte de pitié pour l'homme que j'avais épousé, cela s'est évaporé à cet instant précis. Il ne se contentait pas de me haïr. Il haïssait l'héritage que je représentais. Il voulait l'argent, mais méprisait la source. J'ai serré les dents. 20h18. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Monsieur Beaumont est entré. C'était parti.
Je savais que je devais me rapprocher. Si je restais dans mon coin, la confrontation avec M. Beaumont risquait d'avoir lieu trop loin, ou pire, Adrien pourrait l'emmener dans une autre direction. Je devais être un obstacle. Je devais être incontournable. J'ai pris une grande inspiration, et je suis sortie de l'ombre. J'ai marché lentement vers le centre de la pièce, me faufilant à travers l'océan de smokings et de robes de soirée. Je gardais la tête basse, jouant le rôle de l'épouse timide et dépassée, mais mes yeux étaient vifs, traquant les mouvements d'Adrien. Lui et Mathilde étaient près d'une immense sculpture de cygne en glace. Ils étaient entourés de quelques jeunes associés qui riaient beaucoup trop fort aux blagues d'Adrien, essayant visiblement de s'attirer les faveurs du futur vice-président. Je me suis approchée d'eux sans dire un mot, et je suis restée là, plantée à 1 mètre. Mathilde m'a vue la première. Ses yeux se sont plissés. Elle a donné un coup de coude à Adrien. « Tes bagages s'égarent », a-t-elle chuchoté assez fort pour que je l'entende. Adrien s'est retourné d'un coup, le visage crispé en me voyant. Il s'est excusé auprès du groupe et a marché vers moi, m'attrapant le bras, pour m'entraîner à l'écart. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il sifflé. « Je t'ai dit de rester dans ton coin. J'avais soif, ai-je menti innocemment, et je voulais voir la sculpture de glace. Elle est jolie. C'est de la glace, Audrey. C'est de l'eau gelée. Retourne à ta place. Tu gâches l'esthétique. » L'esthétique ai-je demandé, regardant derrière lui Mathilde dans sa robe pourpre. C'est elle, l'esthétique? Adrien a rougi. Ne commence pas. Mathilde est une employée précieuse. Contrairement à toi, elle contribue réellement à cette entreprise. À ce moment-là, Mathilde s'est approchée nonchalamment. Elle tenait un verre de vin rouge. Elle m'a regardé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un prédateur face à sa proie. « Salut », a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. « Tu dois être Audrey. Adrien m'a tellement parlé de toi. »« Ah bon ?» ai-je répondu calmement. « Il ne m'a pas du tout parlé de toi, sauf pour dire que tu étais la stagiaire. » Le sourire de Mathilde a vacillé une seconde, mais elle s'est vite reprise. « Oh, je suis bien plus qu'une stagiaire maintenant. Je suis son bras droit. » Elle s'est rapprochée, envahissant mon espace personnel. « Tu sais, Audrey, cette soirée est vraiment faite pour les professionnels. Ça doit être tellement épuisant pour une femme au foyer d'essayer de suivre. Tu connais quelqu'un ici ?» « Je connais tout le monde ici, ai-je dit, la vérité m'échappant. »« C'est ça, a-t-elle ri. Bien sûr. Puis c'est arrivé. C'était tellement calculé, tellement cliché, et pourtant tellement efficace. » Mathilde a fait semblant de trébucher. Elle a basculé légèrement vers l'avant, et le verre de vin rouge dans sa main s'est accidentellement renversé. Une giclée de pourpre sombre m'a frappé en plein milieu de la poitrine, imbibant le tissu de ma robe noire. Ce n'était pas une énorme quantité, le noir cachait la majeure partie de la tache, mais c'était mouillé, froid et humiliant. « Mon Dieu !» a crié Mathilde, portant une main à sa bouche. « Je suis tellement maladroite. Je suis vraiment désolée. J'ai ruiné ta robe. » Elle a regardé le tissu bon marché avec dédain. « Bon, au moins ce n'est pas de la soie. On dirait du polyester. Ça devrait partir au lavage. » Adrien s'est précipité à ses côtés. « Est-ce que ça va, Mathilde ?» a-t-il demandé frénétiquement. « Tu ne t'en es pas mis sur toi ?»« Ça va » a-t-elle pleurniché, jouant la victime. « Je me sens juste affreuse. Audrey, je suis vraiment désolée. » J'ai baissé les yeux vers la tache de vin, puis je les ai regardés. Je n'ai pas réagi comme il s'y attendait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas couru aux toilettes pour frotter. « Ce n'est rien », ai-je dit, d'une voix éteinte. « C'est juste une robe. Les accidents arrivent à ceux qui ne tiennent pas l'alcool. » Les yeux de Mathilde ont lancé des éclairs de colère. Adrien m'a foudroyé du regard. « Excuse-toi auprès d'elle », a-t-il exigé. J'ai cligné des yeux. J'étais incrédule. Elle m'a renversé du vin dessus. Tu l'as contrarié. Tu donnes en spectacle. Excuse-toi. Je l'ai fixé. Cet homme qui était censé me protéger exigeait que je m'excuse auprès de sa maîtresse pour avoir ruiné mes vêtements. Non, ai-je dit. Adrien. Une voix tonitruante nous a interrompus. Nous nous sommes tous tournés. Monsieur Beaumont se tenait là. Il avait tout vu. Son visage était impénétrable, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Monsieur Beaumont. L'attitude d'Adrien a changé instantanément. Il était redevenu le cadre charmant, bien qu'une goutte de sueur perle sur sa tempe. Je suis tellement ravie que vous ayez pu venir. Avez-vous rencontré l'équipe? Ce qui nous ramène au moment présent, le moment du mensonge. Le moment où Adrien m'a présentée comme la femme de ménage. Le moment où il a présenté Mathilde comme sa future fiancée. Le moment où mon monde s'est effondré. Mais maintenant, vous connaissez le contexte. Vous savez pour le vin. Vous savez pour le commentaire sur le sans-abri dans le hall. Vous savez pour l'argent volé, le contrat de mariage, les meubles restaurés. Vous savez exactement pourquoi. Quand je me suis éloignée de ce groupe, je ne battais pas en retraite. Je rechargeais mes armes. J'ai descendu le long couloir de marbre vers les toilettes. Mes talons claquaient en rythme sur le sol. Clic, clic, clic. Comme une bombe à retardement, j'ai croisé quelques femmes qui faisaient des retouches maquillage et qui m'ont lancé des regards pitoyables en voyant ma robe tachée de vin. Je les ai ignorées. J'ai poussé la porte de la grande cabine pour handicapés et je me suis enfermée. Il y avait un miroir en pied. Le silence dans la salle de bain contrastait violemment avec le bruit de la salle de réception. Je me suis appuyée contre la porte une seconde et j'ai fermé les yeux. Je me suis autorisée à ressentir la douleur une dernière fois. J'ai ressenti la piqûre du commentaire sur la femme de ménage. J'ai ressenti le poids de 2 années de mensonges. J'ai ressenti le fantôme de la jeune fille qui voulait juste être aimée pour ce qu'elle était. Et puis j'ai ouvert les yeux. Cette fille avait disparu. J'ai regardé mon reflet.
La robe noire était hideuse, elle cachait mes formes. Le chignon était sévère, me vieillissant de 10 ans. Le manque de maquillage me donnait l'air effacé. Ça suffit, ai-je murmuré au miroir. J'ai pioché dans ma pochette. D'abord les cheveux. J'ai arraché l'élastique et la douzaine d'épingles qui maintenaient le chignon. Mes cheveux épais et ondulés sont tombés sur mes épaules, cascadant jusqu'à mes os omoplates. Je les ai secoués, passant mes doigts dedans pour leur donner du volume. Instantanément, j'avais l'air plus jeune, plus sauvage. Ensuite, le visage. J'ai sorti le tube de rouge à lèvres Sinclair pourpre. Ma mère avait créé cette teinte. Elle disait toujours que c'était la couleur des femmes qui voulaient être entendues, pas seulement vues. Je l'ai appliqué impeccablement. Le rouge vif a transformé mon visage, faisant ressortir mes yeux et rendant ma peau de porcelaine au lieu de pâle. J'ai ajouté un coup rapide de mascara et de fard à joues. La femme qui me regardait n'était pas une femme au foyer fatiguée. C'était une guerrière mettant ses peintures de guerre. Puis la robe. Je ne pouvais pas la changer, mais je pouvais la modifier. J'ai saisi l'ourlet du tissu bon marché. D'un coup sec et violent, j'ai déchiré la couture latérale jusqu'à la mi-cuisse. C'était une déchirure irrégulière, mais elle semblait intentionnelle. Une fente qui me permettait de bouger et qui dévoilait mes jambes. J'ai déboutonné l'encolure haute, repliant le tissu vers l'intérieur pour créer un col en V. Ce n'était pas de la haute couture, mais ce n'était plus un sac à patates. C'était un acte de défi. Enfin les bijoux. Je me suis assise sur le couvercle des toilettes et j'ai sorti la petite pochette en velours de mon soutien-gorge où je l'avais cachée. Les saphirs Sinclair. J'ai agrafé le lourd collier autour de mon cou. Les pierres froides se sont posées contre ma peau, scintillant comme un feu bleu sous les néons crus de la salle de bain. C'étaient les joyaux de la couronne du monde des affaires parisiens. Quiconque connaissait l'histoire de la capitale connaissait ce collier. Je me suis levée. Je me suis regardée. Audrey Lefebvre était morte. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la discussion avec Maître Lambert. Activation. Coupez la musique dans 2 minutes. Maître Lambert a répondu « Bien reçu. Montre-leur qui est le patron. Petite ». J'ai déverrouillé la cabine et je suis sortie. Une femme qui se lavait les mains au lavabo a levé les yeux, m'a vue dans le miroir et a laissé échapper un petit cri étouffé. Elle a vu les saphirs. Ses yeux se sont agrandis. Elle les a reconnus. Elle m'a reconnue. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. « Chut !» ai-je dit, pressant un doigt sur mes lèvres pourpres. Ne gâchez pas la surprise. Je suis sortie de la salle de bain. Le couloir semblait différent maintenant. Je ne rasais plus les murs. Je marchais en plein milieu. Je suis retournée d'un pas assuré vers l'entrée de la salle de réception. L'air à l'intérieur vibrait encore de conversation et de jazz. Adrien et Mathilde étaient toujours près de la scène, en train de rire. Adrien avait sa main sur sa taille. Il avait l'air si arrogant. Il pensait s'en être tiré. Il pensait que j'étais en train de pleurer dans une cabine quelque part. J'ai poussé les portes. L'énergie dans la pièce a basculé. Cela a rayonné à partir de l'endroit où je me tenais. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont tues par vagues. Ils ont vu les cheveux. Ils ont vu les lèvres rouges. Ils ont vu la robe déchirée. Et puis, ils ont vu les saphirs. Les murmures se sont propagés comme une traînée de poudre. C'est elle ? Regardez ce collier. On dirait Audrey Sinclair, mais elle a disparu il y a des années. Qui est cette femme ? Je les ai tous ignorés. J'ai fixé mes yeux sur la scène et j'ai marché. Ce qui nous ramène au micro, au moment où j'ai pris le contrôle. Ça marche ? La salle était silencieuse. Adrien me regardait, la bouche bée. Il n'a pas reconnu le collier, mais il a reconnu le changement en moi. Il ressemblait à un cerf qui venait de réaliser que les phares appartenaient à un train de marchandises. J'ai pris une profonde inspiration. Mon mari m'a présentée comme sa femme de ménage, ai-je répété, laissant mes mots flotter dans l'air pesant. Mais il a oublié de préciser que je ne suis pas la femme de ménage. J'ai marqué une pause pour les faits. Je suis la propriétaire de cet immeuble. La propriétaire ? A chuchoté quelqu'un au premier rang. Je suis Audrey Sinclair, ai-je annoncé, ma voix résonnant dans les haut-parleurs, fille de Jonathan et Margaret Sinclair, propriétaire de ces lieux et actionnaire majoritaire du groupe Summit. Le silence qui a suivi était absolu. Un vide total. Puis, le bruit d'un verre se brisant au sol a rompu le charme. Le chaos a éclaté. Halètements, cris et chuchotements frénétiques ont envahi la pièce. J'ai vu le conseil d'administration, qui s'était regroupé près du bar, reculer sous le choc. Maître Lambert est sorti de l'ombre, les bras croisés, adressant un hochement de tête ferme et approbateur à la foule. C'était le sceau de l'authenticité. Si Maître Lambert me soutenait, c'était parole d'évangile. J'ai regardé Adrien. Il n'était plus seulement pâle. Il était livide. On aurait dit que son âme avait quitté son corps. Il a reculé en trébuchant, se cognant contre Mathilde. Audrey a-t-il articulé sans un bruit. Sinclair. Mathilde passait son regard de lui à moi. Ses yeux s'agitaient frénétiquement. Elle faisait le calcul. La femme de ménage. Des milliards. L'horreur sur son visage était exquise. Elle a lâché le bras d'Adrien comme s'il était radioactif. « Oui, Adrien ?» ai-je dit, m'adressant directement à lui depuis la scène. Le projecteur me chauffait le visage. « Tu as passé 2 ans à te plaindre de ne pas avoir ta chance dans cette entreprise. Tu as passé 2 ans à supplier pour une promotion. Tu as passé 2 ans à me dire que j'étais inutile, que je te tirais vers le bas. » Je me suis avancée jusqu'au bord de la scène, le fusillant du regard. « Tu ne savais pas que la seule raison pour laquelle tu as décroché un entretien ici, c'est parce que j'ai passé un coup de fil. Tu ne savais pas que la raison pour laquelle tu n'as pas été viré pour incompétence au dernier trimestre,
C'est parce que je suis intervenue. Tu as construit toute ta vie sur des fondations que j'ai moi-même coulées. Adrien a secoué la tête. Le déni s'est emparé de lui. Non, non, ce n'est pas vrai. J'ai travaillé dur. Je l'ai mérité. Tu n'as rien mérité du tout, ai-je répliqué, ma voix claquant comme un fouet. Tu as volé. Je suis au courant pour les notes de frais, Adrien. Je sais pour les dîners d'affaires, qui étaient en fait des rendez-vous avec elle. J'ai pointé un long doigt vers Mathilde. Je sais pour les secrets industriels que tu as transférés sur ton mail personnel hier soir. Je sais tout. La foule a de nouveau eu un hoquet de surprise. Des accusations de vol d'entreprise. C'était grave. Ce n'était plus un simple conflit conjugal. C'était une scène de crime. J'ai tourné mon regard vers Mathilde. Elle s'est recroquevillée, essayant de se cacher derrière un serveur. Mathilde, ai-je dit, la future épouse. Celle qui pense que j'ai l'air d'une sans-abri. Mathilde tremblait. Je ne savais pas. Je vous jure, mademoiselle Sinclair. Enfin, Audrey. Il m'a dit. Il t'a dit que j'étais la femme de ménage et tu l'as cru parce que ça t'arrangeait. Ai-je terminé pour elle. Tu aimais l'idée d'être la reine de la ruche. Tu as versé du vin sur moi ce soir parce que tu voulais marquer ton territoire. J'ai touché la tache sur ma robe. Eh bien, félicitations. Tu as marqué ton territoire. Mais tu as oublié une chose. On ne marque pas son territoire dans la tanière d'une lionne. Monsieur Beaumont, qui se tenait à côté d'Adrien, l'a regardé avec un dégoût pur. Il s'est écarté, créant une distance physique avec l'adultère. D'autres cadres ont suivi le mouvement, formant un cercle d'isolement autour d'Adrien et Mathilde. Ils devenaient des parias en temps réel. Audrey, je t'en prie. Adrien a enfin retrouvé sa voix. Il a fait un pas vers la scène, les mains tendues, suppliant. Chérie, parlons-en. Pas devant tout le monde. Je peux expliquer. Je t'aime. C'était juste une erreur, un malentendu. J'ai ri. Un son froid et sec. Un malentendu. Tu as présenté une autre femme comme ta fiancée il y a 1 heure. Tu m'as traité d'incapable. Tu m'as traité de domestique. J'ai paniqué, a-t-il crié, la sueur coulant sur son visage. Je ne voulais pas t'embarrasser. Je l'ai fait pour te protéger. Tu l'as fait pour protéger ton ego, ai-je corrigé. Et maintenant, je vais protéger mon entreprise. Je me suis tournée vers la foule. Je m'excuse auprès de tous nos invités pour cette interruption. Le groupe Summit représente l'intégrité, la famille et la confiance. Ce soir, ces valeurs ont été bafouées par 2 de nos employés. J'ai de nouveau regardé Adrien. Adrien Gaillard, vous êtes licencié. Avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter dehors. Vous êtes définitivement banni de toutes les propriétés du groupe Summit dans le monde entier. Et ne vous inquiétez pas pour votre voiture de fonction. Le contrat de location a été annulé il y a 5 minutes. Et Mathilde, ai-je ajouté presque comme une réflexion après coup. Vous êtes également licencié et je vous suggère de consulter vos emails. Le service juridique vient de vous envoyer une notification concernant l'accord de confidentialité que vous avez signé. Discuter de nos projets avec un concurrent est une rupture de contrat. Vous aurez des nouvelles de nos avocats. La salle a éclaté sous les applaudissements. Ça a commencé lentement avec Maître Lambert, puis la ferveur a grandi. Les femmes dans la salle criaient le plus fort, acclamant la justice, acclamant la chute. Mais je n'avais pas fini. Il restait un dernier clou pour le cercueil. « Oh, Adrien !» ai-je crié par-dessus le bruit alors que 2 agents de sécurité massifs, Jackson et Cole, s'avançaient vers lui. Il a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Un homme brisé. « Le contrat de mariage ?» ai-je dit doucement dans le micro. « Tu te souviens de celui que tu as signé sans le lire? Celui dont tu t'es moqué ?» Il a hoché la tête, hébété. « Il contient une clause d'infidélité, ai-je souri. Si tu trompes, tu n'as rien. Pas de pension, pas d'indemnité. Tu repars avec ce que tu avais en arrivant. » J'ai fouillé dans ma poche, et j'ai sorti cette épingle à cheveux bon marché en argent, en forme de feuille, à 5 €, qu'il m'avait offerte pour mon anniversaire. La seule chose que j'avais précieusement conservée. Je l'ai jetée de la scène. Elle a atterri à ses pieds avec un petit cliquetis métallique. « Tu es venu avec ça, ai-je dit. Prends-le et sors de mon hôtel. » Les gardes, Jackson et Cole, les anciens gardes du corps personnel de mon père, ont encadré Adrien et Mathilde. « Allons-y, monsieur, » a dit Jackson d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Il a saisi Adrien par le bras. « Non, attends, Audrey, tu ne peux pas faire ça, » a hurlé Adrien, se débattant faiblement. « Je suis ton mari. J'ai aidé à bâtir tout ça. Tu n'as rien bâti d'autre qu'un tissu de mensonges. » ai-je crié en retour, ma voix devenant rauque. Ils l'ont traîné vers la sortie. Mathilde sanglotait bruyamment, son mascara coulant sur son visage, ruinant son esthétique parfaite. Elle a essayé de repousser Adrien. « Lâche-moi !» lui a-t-elle crié. « Tu disais que tu étais riche. Tu disais qu'elle n'était personne. Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné la mienne !» a hurlé Adrien en retour. « C'est toi qui m'as tenté. C'est ta faute. » Ils se hurlaient dessus alors qu'on les expulsait de la salle de bal. Un pitoyable gâchis de dispute. Les portes se sont refermées derrière eux, coupant le bruit. Le silence est revenu, mais cette fois il n'était pas pesant. Il était léger. Il était pur. Je me tenais sur scène, tremblant légèrement alors que l'adrénaline commençait à retomber. J'ai regardé la foule. Ils me regardaient avec admiration. Monsieur Beaumont s'est approché du bord de la scène et m'a tendu la main. Je l'ai prise et il m'a aidé à descendre les marches. Jonathan serait fier, m'a-t-il chuchoté. C'était formidable. Merci, monsieur Beaumont, ai-je dit. J'ai été assailli. Les gens voulaient me serrer la main. Ils voulaient s'excuser de m'avoir ignoré plus tôt. Ils voulaient complimenter ma robe, mes cheveux, mon courage. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en vous, a menti une femme avec aisance.
C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue, a dit une autre sincèrement. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle de l'hôtesse gracieuse. Mais à l'intérieur, j'avais juste besoin d'air pur. J'ai croisé le regard de Maître Lambert. Il a compris instantanément et m'a ouvert un passage. « Faites place pour Mademoiselle Sinclair », a-t-il aboyé. « Elle a besoin d'air. » Je suis sortie de la salle de bal en traversant le hall où j'avais été humiliée quelques heures plus tôt et j'ai franchi les grandes marches de l'hôtel Ritz Paris. L'air de la nuit était frais et vif. Il s'était mis à pleuvoir, une fine bruine qui me purifiait la peau. C'est alors que je les ai vus. Adrien et Mathilde se tenaient sur le trottoir. La sécurité les avait jetés là. Ils ressemblaient à des rats mouillés. Le smoking sur mesure d'Adrien était trempé. Mathilde grelottait, serrant ses bras, pieds nus parce qu'elle avait cassé le talon de son aiguille. Ils m'ont vu là-haut, au sommet des marches, sous l'auvent doré, au sec et protégé. Adrien a fait un pas vers moi, mais Jackson s'est interposé, croisant ses bras massifs. « Recule !» a grogné Jackson. Adrien a levé les yeux vers moi. Son regard était vide, l'arrogance avait totalement disparu. Il ne restait que la terrifiante réalisation de ce qu'il avait perdu. « Audrey » a-t-il chuchoté. « Je t'en prie, je n'ai nulle part où aller. Mes parents, ils vont avoir tellement honte. Je ne peux pas rentrer en province comme ça. » J'ai baissé les yeux vers lui. J'ai essayé de me souvenir de l'homme qui avait ri quand j'avais renversé du café sur lui. J'ai cherché cet homme dans les yeux d'Adrien, mais il n'était plus là. Il ne restait qu'un étranger. « Ce n'est pas mon problème, Adrien. Tu voulais être un gros bonnet. Tu voulais la vie de château. Eh bien, maintenant tu as une sacrée histoire à raconter. Tu étais marié à une milliardaire et tu as tout gâché pour un faux sac de luxe et un ego fragile. Et vous, j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Ne sous-estimez jamais une femme sous prétexte qu'elle est discrète. Et ne supposez jamais que l'employée n'est pas celle qui signe votre chèque de paie. » Je leur ai tourné le dos. Je suis retournée dans la chaleur de mon hôtel. Faisons une pause ici une seconde. Ce sentiment, cette poussée de justice, c'est pour cela que nous vivons. Mais mon histoire n'est pas tout à fait terminée. Les retombées ont été complexes et reprendre ma vie en main a demandé plus d'une nuit spectaculaire. Si vous m'écoutez toujours, si vous m'accompagnez encore dans ce voyage, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Cliquez sur le bouton j'aime et écrivez le chiffre 1 en commentaire ci-dessous. Juste le chiffre 1. Cela me dit que vous êtes un survivant, que vous êtes fort et que vous soutenez Audrey. Voir ces 1 dans les commentaires compte énormément pour moi. Cela m'encourage à continuer. Alors, s'il vous plaît, commentez 1 dès maintenant et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand la poussière est retombée. Les jours suivant le gala ont été un tourbillon d'avocats, de communiqués de presse et de fatigue émotionnelle. L'histoire a fuité dans la presse People, bien sûr. L'héritière cachée des Sinclair révèle son identité lors d'un gala-choc. Le visage d'Adrien s'est retrouvé en une des journaux comme le mari infidèle qui avait tout perdu. Je suis restée dans le penthouse des Sinclair pendant 1 semaine, refusant de retourner dans l'appartement de Montreuil. Je ne pouvais pas supporter la vue des meubles que nous avions achetés ensemble, les tasses à café, le lit où il m'avait menti. J'ai envoyé une équipe de déménageurs pour emballer mes affaires, mes outils, mes pièces restaurées, mes vêtements. Je leur ai dit de laisser tout le reste, ses vêtements, ses gadgets, ses chaussures de luxe. J'ai tout laissé là-bas. J'ai demandé le divorce le lendemain matin du gala. Grâce au contrat de mariage blindé et aux preuves irréfutables d'infidélité, c'était une affaire classée d'avance. Adrien a essayé de se battre. Il a engagé un avocat véreux qui a tenté de faire valoir que je l'avais trompé en cachant ma fortune, invoquant un préjudice moral. Mon avocate, une redoutable requine nommée Maître Montgomery, qui ne faisait qu'une bouchée des hommes comme Adrien, l'a tournée en dérision dans la salle de conférence. « Monsieur Gaillard », a-t-elle dit en faisant glisser une photo sur la table. Une photo de lui et Mathilde s'embrassant dans le hall. « Vous avez signé un contrat. Vous avez rompu le contrat. Soyez reconnaissant que Mademoiselle Sinclair ne vous poursuive pas pour les fonds que vous avez détournés du compte joint. Il a signé les papiers. Il n'avait pas le choix. » La confrontation finale a eu lieu lorsqu'il est allé chercher ses cartons à l'appartement. Je n'étais pas là, mais le gérant de l'immeuble, M. Thompson, m'a tout raconté plus tard. « Il avait une sale mine, mademoiselle Audrey, m'a dit M. Thompson au téléphone. Vraiment une sale mine. Il ne s'était pas rasé. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il a demandé si vous étiez dans le coin. Je lui ai dit que vous aviez emménagé dans le 6e arrondissement. A-t-il pris ses affaires ? Ai-je demandé. Oui. Il a tout chargé dans une camionnette. Il a dit qu'il rentrait chez ses parents en province. Il pleurait. Mademoiselle Audrey, il s'est juste assis sur le trottoir et il a pleuré. J'ai ressenti un bref et fugace pincement de pitié. Mais je me suis souvenu du mot sans-abri. Je me suis souvenu de sa cruauté et la pitié s'est évanouie. Il pleurait sur lui-même, pas sur nous. Mathilde n'a pas fait beaucoup mieux. Le milieu est petit. Le mot a circulé qu'elle avait divulgué des informations confidentielles et couché avec son patron marié. Elle a été mise sur liste noire à Paris. J'ai entendu dire qu'elle était partie en Lozère pour essayer de se reconvertir en prof de yoga ou en influenceuse, quelque chose comme ça. Je m'en moquais. Elle n'était qu'une note de bas de page dans ma vie. Le plus dur n'a pas été la bataille juridique, c'était la bataille intérieure. Je devais réconcilier Audrey Lefebvre avec Audrey Sinclair. Je m'étais cachée si longtemps. J'avais oublié comment être moi-même. Je suis retournée dans mon atelier.
J'étais là, dans mon chemisier en soie et mon pantalon sur mesure, regardant une commode inachevée. J'ai pris un morceau de papier de verre. Je l'ai bien senti dans ma main. J'ai réalisé que je n'avais pas à choisir. Je pouvais être les deux. La PDG qui terrifiait les membres du conseil d'administration et l'artiste qui aimait l'odeur du bois de cèdre. J'ai commencé à me rendre dans les bureaux du groupe Summit tous les jours. J'ai pris possession du bureau d'angle qui appartenait autrefois à mon père. J'ai licencié les cadres toxiques qu'Adrien avait idolâtrés. J'ai promu les plus discrets, les plus dévoués, ceux qui, comme moi, avaient été invisibles. J'ai changé la culture de l'entreprise. Plus de commentaires sur les femmes trophées, plus d'arrogance incontrôlée. Nous construisons des choses, ai-je dit à l'équipe lors de ma première réunion générale. Nous ne construisons pas seulement des gratte-ciel. Nous construisons de la confiance. Et si vous mentez, vous partez. Ils ont applaudi. Pour la première fois, j'ai senti que j'étais à ma place dans cette tour de la défense. 1 mois plus tard, je sortais du bureau. Il pleuvait à nouveau. Paris semble toujours pleurer quand ma vie bascule. Mon chauffeur s'est arrêté le long du trottoir. Alors que je marchais sous le parapluie tenu par le portier, une silhouette a surgi de l'ombre du bâtiment voisin. C'était Adrien. Il semblait diminuer. Il portait un costume qui ne lui allait pas bien, manifestement un costume qu'il n'avait pas fait ajuster. Il semblait plus mince. Adi, a-t-il crié, la voix tremblante. Jackson, mon agent de sécurité, s'est avancé, la main près de son taser. Madame, voulez-vous que je m'en occupe? J'ai regardé Adrien. Il n'était pas une menace. C'était un fantôme. C'est bon, Jackson, ai-je dit. Donnez-nous 1 minute. Adrien s'est approché, s'arrêtant à quelques pas. La pluie coulait de son nez. Je pars demain, a-t-il dit. Je rentre en province. Mon père m'a trouvé un poste de responsable au rayon bricolage de son magasin. C'est bien, Adrien, ai-je répondu froidement. Un travail honnête. Il a tressailli au mot honnête. Je voulais juste te dire que je suis désolé, a-t-il bafouillé. Pas pour l'argent, pas pour le travail, mais pour les œufs. Les œufs, ce matin-là, a-t-il dit, regardant ses chaussures mouillées. Quand j'ai dit que les œufs étaient mauvais, ils ne l'étaient pas. Ils étaient bons. Tu les préparais toujours à la perfection. Je voulais te faire sentir petite pour que je puisse me sentir grand. J'étais intimidée. Audrey. Tout le monde dans cette boîte était si riche, si intelligent. Je me sentais comme un imposteur, alors je m'en suis pris à toi. Il a levé les yeux. Ils étaient injectés de sang. Je t'aimais au début, avant que je ne devienne avide. Je t'aimais vraiment. Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des mois, la colère avait disparu. Elle était remplacée par une profonde tristesse devant un tel gâchis. Nous aurions pu être heureux s'il avait juste été honnête. S'il avait juste été gentil. Je sais que tu m'as aimé, Adrien, ai-je dit doucement, et je t'ai aimé aussi. Mais tu es tombé amoureux d'un reflet de toi-même. Et quand ce reflet n'a plus été assez brillant, tu as essayé de briser le miroir. J'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti une enveloppe. Je me doutais que tu finirais par venir, ai-je dit. Sinon, j'allais poster ça à ton adresse en province. Il l'a prise. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? Non, ai-je dit, c'est l'acte de propriété de l'appartement de Montreuil. J'ai racheté l'immeuble il y a des années. L'appartement 4B est à toi. Je n'en veux pas. Trop de mauvais souvenirs. Tu peux y vivre ou tu peux le vendre. Si tu le vends, c'est assez pour repartir de zéro, reprendre des études, faire quelque chose de vrai. Il tenait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait. Parce que je ne suis pas toi, ai-je dit simplement. Et parce que tout le monde mérite une chance de réparer ce qu'il a brisé. Même toi. Je me suis retournée et je suis montée à l'arrière de ma berline. Audrey, a-t-il crié alors que la portière se fermait. Merci, je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai observé dans le rétroviseur. Une petite silhouette pathétique debout sous la pluie, s'accrochant à la toute dernière part de pitié que je lui donnerai jamais. J'ai dit au chauffeur de démarrer. Je ne pleurais pas, je souriais. Cela fait 3 mois depuis cette nuit pluvieuse. La vie est différente maintenant, meilleure. Je me réveille dans mon penthouse, mais je me prépare toujours mes œufs brouillés. Je bois mon café sur un balcon surplombant le jardin des Tuileries. Je dirige le groupe Summit avec Maître Lambert à mes côtés. Mais je passe aussi mes week-ends dans un nouvel atelier que j'ai ouvert dans le Marais. C'est devenu un centre communautaire maintenant, l'atelier Lefebvre. J'enseigne à des femmes, dont beaucoup sont des survivantes de violences domestiques ou économiques, comment restaurer des meubles. Je leur apprends comment prendre quelque chose de brisé et le rendre solide à nouveau. C'est ce que je préfère au monde. Et la semaine dernière, j'étais en train de poncer une table quand l'une de mes élèves, une jeune femme nommée Harper, m'a posé une question. Mademoiselle Audrey, a-t-elle dit en essuyant de la sciure sur son front. Est-ce que le mariage vous manque? J'ai arrêté de poncer. J'y ai réfléchi. L'idée du mariage me manque, honnêtement, ai-je répondu. Avoir quelqu'un avec qui partager sa journée me manque, mais le silence ne me manque pas. Ne plus avoir à me faire toute petite pour entrer dans la poche de quelqu'un d'autre ne me manque pas. Est-ce que vous vous remarierez un jour? A-t-elle demandé. J'ai ri. Peut-être, mais la prochaine fois, il saura exactement qui je suis dès le premier rendez-vous. Plus de secret. Si un homme ne peut pas supporter Audrey Sinclair, il ne mérite pas Audrey Lefebvre. Monsieur Beaumont, l'investisseur du gala, m'a d'ailleurs invité à dîner récemment. Ce n'est pas tout à fait un rendez-vous amoureux, mais ça y ressemble. Il est plus âgé, bienveillant, et il sait exactement qui je suis. Nous avons discuté pendant des heures d'affaires, d'art et de la vie. C'était rafraîchissant de parler à quelqu'un d'égal à égal.
Je ne précipite rien. Je profite de ma liberté. Je profite du fait de pouvoir acheter du poulet bio sans me faire hurler dessus. Je profite du plaisir de porter mes saphirs quand bon me semble. Hier, j'ai reçu une carte postale de province. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, juste la photo d'une quincaillerie locale au recto. Au verso, il était écrit « J'ai vendu l'appartement. Utilise l'argent pour rembourser les dettes de mes parents et achète-toi un bon steak. » Je travaille au comptoir, j'apprends. Merci. Je l'ai épinglé sur mon tableau de liège. Un rappel. Chapitre clos. Voilà donc mon histoire. L'histoire de la façon dont une héritière milliardaire est devenue femme de ménage, et comment cette femme de ménage est devenue une reine. Je voulais partager cela avec vous, pas seulement pour vous divertir avec ce mélodrame. Soyons honnêtes, c'était dramatique. Mais je voulais dire quelque chose d'important. En tant que femmes, nous sommes conditionnées à nous effacer pour les autres. Nous sommes conditionnées à nous faire toutes petites pour que les hommes se sentent plus grands. On nous apprend à nous excuser de prendre de la place. Je l'ai fait. J'ai caché ma lumière sous le boisseau parce que j'avais peur qu'elle n'éblouisse l'homme que j'aimais. Mais le bon partenaire, les bonnes personnes, ils ne seront pas aveuglés par votre lumière. Ils mettront des lunettes de soleil et s'y prélasseront. Ne laissez jamais personne vous traiter comme l'employé de votre propre vie. Vous êtes la PDG. Vous êtes la propriétaire. L'immeuble vous appartient. Si quelqu'un vous traite comme moins que rien, ne vous contentez pas de subir. Attendez, planifiez. Et quand le moment sera venu, mettez votre rouge à lèvres rouge, vos plus beaux diamants ou votre plus beau sourire, et rappelez-leur exactement à qui ils ont affaire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci pour les j'aime, les commentaires et votre soutien. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi de partager ce fardeau et cette victoire avec vous. C'était Audrey Lefebvre-Sinclair. Je vous laisse maintenant. J'ai un conseil d'administration à diriger, et après ça, j'ai une chaise à poncer. Prenez soin de vous, mesdames.